Dans un manoir silencieux, une fillette paralysée et un père absent vivent dans des mondes séparés par le deuil. Tout change lorsqu'une aide-soignante résiliente franchit la porte, apportant chaleur, couleur et présence. Peu à peu, le rire revient, les pinceaux s'animent, et le père retrouve sa fille assise sur le sol d'une chambre. Là, entre couleurs et larmes, naît une nouvelle famille, où la vraie richesse est l'amour qui demeure. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like sur la vidéo, ce qui est très important pour nous, et dites-nous depuis quelle ville vous regardez cette histoire. Robert-Henri Dubois a toujours su que le succès avait un prix. À 42 ans, il avait bâti un empire technologique qui le plaçait parmi les hommes les plus riches de France. Son entreprise, Tech France, dominait le marché des solutions numériques pour l'agro-industrie et son nom était vénéré dans les salles de réunion de Paris à New York. Mais en ce jeudi après-midi, lorsque le chauffeur gara la Mercedes noire devant le portail en fer forgé de son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, Robert ne se sentait pas comme un vainqueur. Il se sentait comme un fantôme retournant à l'endroit où il avait un jour été heureux. Cela faisait plus d'1 an qu'il n'était pas rentré à la maison avant 21 heures. Plus d'1 an qu'il évitait les couloirs silencieux, les tableaux poussiéreux, les souvenirs qui flottaient comme de la fumée dans chaque pièce de cette demeure de 3 étages. Mais aujourd'hui, quelque chose l'avait poussé à annuler ses réunions de l'après-midi, à ignorer les appels incessants de son assistant et à demander à être ramené directement chez lui. C'était peut-être la fatigue qu'il portait dans ses os, ou peut-être la lettre qu'il avait reçue le matin d'un hôpital à Orléans, lui rappelant que sa fille avait manqué ses 3 dernières séances de kinésithérapie. Isabelle. Le nom de sa fille résonna dans son esprit comme une mélodie qu'il avait tenté d'oublier pendant 18 mois. 18 mois depuis que le monde s'était effondré sur leur tête par une nuit pluvieuse de mars, quand un conducteur ivre avait décidé que son amusement valait plus que la vie d'une famille entière. 18 mois depuis qu'Hélène, sa femme, sa partenaire depuis 15 ans, avait quitté ce monde sur le siège passager de leur BMW, tandis que lui, au volant, s'en était sorti sans une égratignure. Un miracle, avaient dit les médecins. Une malédiction, savait Robert. La clé tourna dans la serrure avec un déclic métallique qui sembla résonner dans toute la maison. Robert poussa la porte en acajou et fut accueilli par l'arôme familier de lavande et de bois ciré, une odeur que Madame Carmen, la gouvernante, entretenait religieusement même en son absence. Madame Carmen, qui travaillait pour la famille depuis plus de 10 ans, qui avait vu Isabelle faire ses premiers pas dans ce même hall d'entrée, qui avait tenu la main d'Hélène dans les moments de douleur de l'accouchement, qui avait pleuré plus que lui-même le jour de l'enterrement. Robert ferma la porte derrière lui et resta immobile dans le hall, écoutant le silence qui était devenu la bande sonore de sa vie. Mais alors, venant du 2e étage, un son le glaça, un rire cristallin, enfantin, plein de vie. Un rire qui ne devrait pas exister dans cette maison, plus maintenant. Ses pieds se mirent en mouvement d'eux-mêmes en direction de l'escalier en marbre. À chaque marche, le rire devenait plus net, plus réel, plus impossible. Lorsqu'il arriva au 2e étage, le son venait clairement de la chambre d'Isabelle, cette chambre rose qu'il évitait depuis plus d'1 an, où les jouets de sa fille restaient intacts depuis cette nuit fatidique. Robert s'approcha de la porte entr'ouverte, et ce qu'il vit lui coupa le souffle. Isabelle, sa petite Isabelle, était hors de son fauteuil roulant. Une femme inconnue la tenait dans ses bras, tournant en cercle lent, la faisant voler comme un avion. Elles étaient toutes les 2 couvertes de peinture colorée. Il y avait du papier éparpillé sur le sol, des pinceaux dans des récipients improvisés, et le visage de sa fille était illuminé par un sourire qu'il n'avait pas vu depuis 18 mois. Pendant un instant, Robert eut l'impression d'observer une scène d'une autre vie, d'un monde parallèle où la tragédie n'avait jamais eu lieu. Mais alors la réalité le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Qui était cette femme? Que faisait-elle là? Et pourquoi avait-elle réussi à réveiller chez sa fille quelque chose que lui, son propre père, n'avait pas réussi à faire pendant tout ce temps? Sans faire de bruit, Robert recula dans le couloir. Il descendit les escaliers comme un voleur dans sa propre maison et s'enferma dans son bureau où les murs en cuir et les trophées d'entreprise l'accueillirent avec leur froideur familière. Là, assis dans le fauteuil en cuir italien qu'Hélène avait choisi pour lui lors de leur lune de miel à Milan,
Robert permit enfin aux larmes, qu'il avait gardées pendant 18 mois, de commencer à couler. Le souvenir revint comme il venait toujours, net et cruel, chaque détail préservé dans son esprit comme une photographie macabre. Il rentrait d'un dîner dans un grand restaurant des Champs-Élysées, célébrant la conclusion d'un contrat millionnaire qui assurait l'expansion de Tech France sur le marché américain. Hélène était magnifique ce soir-là, vêtue de la robe bleu marine qu'il lui avait achetée sur l'avenue Montaigne, riant de ses mauvaises blagues, planifiant les vacances qu'il prendrait en famille à la fin du mois. Isabelle dormait sur la banquette arrière, fatiguée après une journée entière à l'école et à la natation, ses cheveux bouclés étalés sur l'ours en peluche que sa mère lui avait offert pour la fête des enfants. La pluie avait commencé à tomber lorsqu'ils prirent le périphérique. Robert ralentit, toujours prudent, toujours responsable. Hélène commenta quelque chose sur la circulation, sur le fait qu'il rentrait tôt, sur le fait qu'Isabelle serait heureuse de ne pas avoir à se lever tôt le lendemain. Ce furent les dernières paroles qu'elle prononça. La voiture arriva par le côté, une Ford Fiesta rouge conduite par un jeune de 22 ans qui avait passé la nuit à boire dans un bar du Marais. Le jeune homme avait tenté de doubler 2 voitures à la fois et avait perdu le contrôle sur la chaussée mouillée. L'impact fut dévastateur. La BMW de Robert fit 3 tonneaux avant de s'immobiliser sur le toit dans un fossé au bord de la route. Quand Robert reprit connaissance, il était toujours retenu par sa ceinture de sécurité, du sang coulant d'une coupure au front. Hélène était à côté de lui, immobile, les yeux ouverts mais vides, fixant quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Sur la banquette arrière, Isabelle gémissait doucement, consciente mais incapable de bouger, ses jambes coincées sous les débris du siège qui s'était détaché avec l'impact. Les pompiers arrivèrent 20 minutes plus tard. 20 minutes pendant lesquelles Robert tint la main froide de sa femme et murmura des mots de réconfort à sa fille, promettant que tout irait bien, qu'il serait bientôt à la maison, que ce n'était qu'un cauchemar qui passerait. Des mensonges qui deviendraient des vérités encore plus douloureuses dans les semaines qui suivirent. Hélène fut déclarée morte sur les lieux. L'expertise révéla plus tard qu'elle était morte sur le coup, qu'elle n'avait pas souffert. Cette information aurait dû apporter un certain réconfort à Robert, mais elle ne faisait qu'aggraver sa culpabilité. Pourquoi lui? Pourquoi avait-il été épargné? Pourquoi n'avait-il pas réussi à protéger sa famille? Isabelle survécut, mais les lésions à sa colonne vertébrale étaient irréversibles. Les médecins expliquèrent avec délicatesse qu'elle ne remarcherait plus jamais, qu'elle aurait besoin de soins spéciaux, de kinésithérapie constante, d'un nouveau type de vie. Robert entendit chaque mot comme s'ils étaient prononcés dans une autre langue, incapable de comprendre que sa fille, qui avait fait ses premiers pas dans ce même hall où il se tenait quelques instants plus tôt, ne courait plus jamais dans les couloirs de la maison, ne sauterait plus jamais sur le lit de ses parents le dimanche, matin, ne serait plus jamais la petite fille espiègle et pleine de vie qu'il avait connue. Les mois qui suivirent furent un brouillard d'hôpitaux, d'avocats, de funérailles et de silence. Robert essaya d'être fort, essaya d'être le père dont Isabelle avait besoin. Mais chaque regard de sa fille le renvoyait à cette nuit terrible. Elle ne l'avait jamais blâmé, n'avait jamais demandé pourquoi il n'avait pas réussi à éviter l'accident, mais Robert voyait la question dans ses yeux, ou du moins il croyait la voir. La culpabilité grandit en lui comme un cancer, se nourrissant de chaque séance de kinésithérapie qui l'accompagnait, de chaque larme qu'Isabelle versait quand elle pensait qu'il ne regardait pas, de chaque nuit où elle se réveillait en hurlant, appelant la mère qui ne reviendrait plus jamais. Alors, Robert commença à s'éloigner. D'abord, ce furent les réunions qui se prolongeaient jusqu'à tard. Puis, les voyages d'affaires qu'il évitait auparavant. En peu de temps, il vivait plus dans les bureaux de l'entreprise qu'à la maison, s'enfouissant dans le travail comme si les contrats millionnaires pouvaient effacer la douleur, comme si le succès professionnel pouvait compenser l'échec personnel. Madame Carmen prit en charge les soins d'Isabelle avec le dévouement d'une grand-mère, mais Robert savait que ce n'était pas suffisant. Sa fille avait besoin de soins spécialisés, de kinésithérapie, de stimulation qu'une gouvernante de 60 ans, aussi dévouée soit-elle, ne pouvait pas offrir. Alors vinrent les aides soignantes. La première était une infirmière expérimentée qui ne dura que 2 semaines avant de démissionner, disant qu'elle ne supportait pas l'ambiance pesante de la maison. La deuxième,
était une kinésithérapeute recommandée par l'hôpital qui tint 1 mois avant de trouver une excuse quelconque pour partir. Il y en eut d'autres, il y en avait toujours d'autres, mais aucune ne parvenait à gérer le silence étouffant qui s'était installé dans cette maison, avec une fillette qui semblait avoir renoncé à vivre et un père qui n'était qu'une ombre occasionnelle dans les couloirs. Robert savait qu'il échouait en tant que père, savait qu'Isabelle dépérissait dans la solitude qu'il avait créée autour d'elle. Mais il y avait toujours une réunion importante, un contrat urgent, un voyage inévitable. Il était plus facile de résoudre les problèmes du monde des affaires que d'affronter le regard de sa fille, plus simple de construire des empires financiers que de reconstruire une famille brisée. Et puis, en ce jeudi après-midi, quelque chose avait changé. C'était peut-être la lettre de l'hôpital, lui rappelant les séances manquées. C'était peut-être le rapport que son assistant avait laissé sur son bureau, montrant que Tech France avait atteint son meilleur trimestre de l'histoire, juste au moment où sa vie personnelle avait touché le fond. Ou c'était peut-être simplement la fatigue de porter tant de poids seul, l'épuisement de prétendre que tout allait bien alors que rien n'allait. Robert regarda l'horloge de bureau qu'Hélène lui avait offerte pour leur premier anniversaire de mariage. 16h30. Isabelle serait probablement en train de faire ses exercices de kinésithérapie ou d'étudier avec le professeur particulier que Madame Carmen avait engagé ou simplement de regarder par la fenêtre comme elle le faisait la plupart des jours. Du moins, c'est ce que Robert imaginait, car il y avait si longtemps qu'il n'avait pas passé un après-midi à la maison qu'il avait complètement perdu le rythme de vie de sa propre fille. Mais ce rire changeait tout. Ce rire qu'il n'avait pas entendu depuis 18 mois, cet éclat de rire cristallin qui résonnait autrefois dans toute la maison, quand Hélène chatouillait Isabelle, ou quand elle jouait à cache-cache, ou quand elle regardait ensemble les films d'animation que Robert avait toujours trouvés stupides, mais qu'il donnerait n'importe quoi pour revoir maintenant. Qui était cette femme qui avait réussi à réveiller sa fille? Comment avait-elle réussi en quelques jours ou semaines ce qu'il n'avait pas réussi en plus d'1 an? Et pourquoi Robert ressentait-il, en plus de la gratitude évidente, une pointe de jalousie amère, une envie douloureuse de quelqu'un qui avait été capable de rendre la vie à sa fille, alors que lui ne pouvait être qu'une source constante de tristesse et d'abandon? Le bureau s'assombrissait lorsque Robert se leva, enfin du fauteuil. Dehors, l'agitation typique de fin d'après-midi à Paris créait une symphonie urbaine de moteurs, de klaxons et de voix lointaines. La vie suivait son cours normal pour des millions de personnes, mais dans cette maison, au 2e étage, une petite révolution se produisait. Sa fille riait à nouveau. Robert savait qu'il devait monter, qu'il devait rencontrer cette femme mystérieuse, qu'il devait comprendre comment elle avait réussi l'impossible. Mais il savait aussi qu'il n'était pas prêt, pas encore. Après 18 mois à se cacher derrière le travail et la culpabilité, il ne savait plus comment être père, ne savait plus comment regarder Isabelle sans voir l'accident, sans sentir le poids écrasant de l'échec. Alors, il décida d'attendre. Il attendrait que cette femme parte, parlerait à Madame Carmen, découvrirait qui elle était et ce qu'elle faisait là. Ensuite, peut-être il trouverait le courage de monter dans la chambre rose et d'affronter les yeux de sa fille pour la première fois depuis des mois. Car une chose était claire, tandis que Robert entendait les échos lointains de ce rire qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Quelque chose avait changé dans cette maison. Et pour la première fois en 18 mois, il se permit de ressentir une étincelle microscopique de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. La nuit tombait sur Paris quand Robert entendit enfin des pas descendre l'escalier, des voix basses dans le hall, un au revoir chaleureux en français, puis le bruit de la porte qui se ferme. Madame Carmen remonta probablement pour aider Isabelle avec le dîner et les soins du soir. Et Robert resta dans le bureau, seul avec ses pensées et le souvenir de ce rire qui avait tout changé, sachant que demain il devrait prendre une décision. Il devrait choisir entre continuer à se cacher derrière le succès de son entreprise ou enfin trouver le courage de redevenir un père. Et pour la première fois depuis longtemps, Robert n'était pas sûr du chemin qu'il choisirait. Marine Olivier avait appris très tôt que la vie offrait rarement de secondes chances, mais quand elles se présentaient, il fallait les saisir avec force. À 28 ans, elle portait sur ses épaules le poids d'être mère célibataire, veuve et la principale source de revenus d'une famille qui se résumait à elle et à sa fille Sophie âgée de 5 ans.
Mais en ce lundi matin, en montant les marches de marbre de l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, Marine sentait quelque chose de différent battre dans sa poitrine. C'était peut-être de l'espoir, ou peut-être simplement le besoin désespéré que ce travail fonctionne. Madame Carmen l'accueillit par la porte de service, comme il était d'usage avec les employés. La gouvernante, une femme aux cheveux gris attachés en un chignon parfait et aux yeux bienveillants qui en avaient trop vu de la vie, étudia Marine de la tête aux pieds, avec le regard expert de celle qui avait vu de nombreux soignants entrer et sortir de cette maison ces derniers mois. Marine portait sa meilleure robe, un modèle simple en tissu bleu marine qu'elle avait acheté en solde chez Monoprix 3 ans plus tôt, quand elle était encore mariée et pouvait se permettre d'acheter de nouveaux vêtements. Ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval fonctionnelle, et elle portait un sac en simili-cuir où elle gardait son CV, ses références et une petite boîte de crayons de couleur qu'elle emportait toujours pour ses travaux avec les enfants. C'est Madame Carmen elle-même qui l'avait contactée. Après avoir vu un autre soignant abandonner la famille Dubois, elle avait cherché sa cousine, Lourdes, qui travaillait dans une agence de soignants spécialisés. Lourdes connaissait Marine par l'église de son quartier, où toutes deux assistaient à la messe du dimanche avec leur fille. Lorsqu'elle apprit que la famille avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'une fillette ayant des besoins spéciaux, Lourdes pensa immédiatement à Marine. Marine n'avait pas de formation spécifique en kinésithérapie ou en soins infirmiers, mais elle avait quelque chose que de nombreux professionnels qualifiés n'avaient pas. Une expérience réelle de la douleur, de la perte et du recommencement. Son mari, Julien, était mort dans un accident du travail 2 ans plus tôt, la laissant seule avec Sophie et une dette d'hôpital qui la hantait encore. Depuis lors, elle cumulait 3 emplois différents. Le matin, elle s'occupait de personnes âgées dans une maison de retraite du 20e arrondissement. L'après-midi, elle donnait des cours de soutien scolaire aux enfants du voisinage. Et le soir, elle nettoyait des bureaux dans le centre de Paris. Quand Lourdes lui parla du poste chez les Dubois, Marine hésita. Elle avait déjà entendu des histoires sur des familles riches qui traitaient leurs employés comme des meubles, qui exigeaient un dévouement total sans offrir de respect en retour. Mais le salaire proposé était 3 fois supérieur à la somme de ses autres emplois et comprenait les frais de transport et les tickets restaurants. Plus important encore, ce serait un travail du lundi au vendredi, de 8h à 17h, ce qui signifiait qu'elle pourrait passer les soirées et les week-ends avec Sophie pour la première fois en 2 ans. Madame Carmen conduisit Marine à travers les couloirs silencieux de la maison, lui montrant les pièces principales et expliquant la routine domestique. L'hôtel particulier était impressionnant, avec des meubles qui coûtaient probablement plus que le salaire annuel de Marine, des tableaux qui semblaient en sortie de musée et une décoration qui mélangeait l'élégance européenne avec des touches françaises. Mais il y avait quelque chose d'oppressant dans l'atmosphère, comme si l'air était plus lourd, comme si la maison elle-même était en deuil. En marchant, Madame Carmen raconta l'histoire de la famille. Elle parla d'Hélène, l'épouse décédée, qui avait transformé cette maison en un foyer plein de vie et de rire. Elle raconta l'histoire de Robert, le mari absent qui depuis l'accident vivait pratiquement dans les bureaux de son entreprise. Et enfin, elle parla d'Isabelle, la fillette qui était devenue le centre de ses préoccupations. La gouvernante ne cacha pas la difficulté de la situation. Isabelle, expliqua-t-elle, était devenue une enfant complètement différente après l'accident. Avant, elle était bavarde, curieuse, pleine d'énergie. Maintenant, elle passait ses journées en silence, mangeait rarement, ne montrait d'intérêt pour rien. Elle avait rejeté tous les soignants précédents, non par hostilité, mais par une indifférence qui était encore plus douloureuse. Les médecins disaient que c'était une dépression infantile, une réaction naturelle au traumatisme et aux pertes qu'elle avait subies. Ils recommandaient une thérapie, des médicaments, des stimulations constantes. Mais comment stimuler un enfant qui semblait avoir renoncé à vivre? Comment médicamenter le manque? Comment faire une thérapie avec quelqu'un qui refusait de parler? Lorsqu'elles arrivèrent au 2e étage, Madame Carmen s'arrêta devant une porte rose décorée d'autocollants de papillons qu'Hélène avait probablement collés là des années auparavant. De l'autre côté de la porte se trouvait le plus grand défi professionnel que Marie n'ait jamais affronté. La chambre d'Isabelle était un sanctuaire préservé d'une enfance interrompue. Les murs roses
était recouvert de dessins que la fillette avait faits avant l'accident, de travaux scolaires avec des étoiles dorées, de photos de famille où tout le monde souriait. Une étagère contenait des livres pour enfants, des poupées alignées avec un soin militaire et des jeux éducatifs qui n'avaient pas été touchés depuis des mois. Au centre de la chambre, à côté du lit à baldaquin blanc, se trouvait un fauteuil roulant pour enfants de couleur rose, qui semblait plus grand que son occupante. Isabelle était assise dans le fauteuil, regardant par la fenêtre qui donnait sur le jardin à l'arrière. Ses cheveux bouclés, qui sur les photos éparpillées dans la chambre brillaient de santé, étaient maintenant ternes et décoiffés. Elle portait un pyjama en flanelle rose clair qui flottait sur son petit corps maigre et avait dans les yeux cette expression distante que Marine connaissait bien. C'était le regard de quelqu'un qui avait renoncé à espérer que les choses s'améliorent. Madame Carmen fit les présentations d'une voix douce, expliquant que Marine serait la nouvelle aide-soignante, qu'elle viendrait tous les jours pour lui tenir compagnie et l'aider avec les exercices. Isabelle ne répondit pas, ne regarda pas Marine, ne montra aucune réaction. Elle continua simplement de fixer le jardin comme si les deux femmes n'existaient pas. Marine sentit un pincement au cœur qu'elle connaissait bien. C'était la même sensation qu'elle avait éprouvée lorsque Sophie avait pleuré pendant 3 mois d'affilée après la mort de son père, lorsque sa fille refusait de manger, de jouer, de sourire. La sensation d'être face à une douleur si profonde qu'elle semblait impossible à toucher et encore moins à guérir. Mais Marine reconnut aussi autre chose dans les yeux d'Isabelle. Derrière l'apathie, derrière le silence, il y avait une étincelle microscopique de quelque chose qui pourrait être de la curiosité. La fillette avait remarqué sa présence même en feignant le contraire. Et quand Marine ouvrit son sac et sortit la petite boîte de crayons de couleur, elle vit Isabelle jeter un coup d'œil rapide, presque imperceptible, avant de se remettre à fixer la fenêtre. Madame Carmen se retira après avoir expliqué les horaires des repas et des médicaments, laissant Marine seule avec Isabelle. La maison devint silencieuse, un silence seulement rompu par le tic-tac de l'horloge murale et le son lointain de la circulation parisienne. Marine n'essaya pas de forcer la conversation. Au lieu de cela, elle traîna une chaise jusqu'à côté d'Isabelle et s'assit simplement. Elle ouvrit la boîte de crayons de couleur, sortit une feuille de papier qu'elle avait toujours dans son sac et commença à dessiner. Pas un dessin élaboré, juste des formes simples, une maison, un arbre, un soleil, avec un visage souriant. Pendant 15 minutes, Marine dessina en silence. Isabelle continua de regarder par la fenêtre, mais Marine sentait que l'attention de la fillette était partagée entre le jardin à l'extérieur et le papier qui se remplissait de couleurs à côté d'elle. Quand elle eut terminé le premier dessin, Marine le laissa sur la table et en commença un autre. Cette fois, elle dessina une famille, un homme, une femme et une petite fille, tous se tenant par la main. C'est alors qu'Isabelle parla enfin. Sa voix sortit comme un murmure rauque, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps. « Ma mère dessine mieux que vous. » Marine sentit son cœur s'accélérer. Les premiers mots. Elle continua de dessiner comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, elle célébrait. « J'en suis sûre, » répondit Marine naturellement. « Pourriez-vous m'apprendre comment elle fait ?» Isabelle tourna la tête pour la première fois, regardant directement Marine. Ses yeux étaient verts comme ceux d'Hélène sur les photos, mais ils portaient une tristesse qu'aucun enfant ne devrait connaître. « Elle n'est plus là, » dit Isabelle, comme si elle testait si Marine connaissait déjà la vérité. « Je sais, » répondit Marine doucement. « Madame Carmen m'a raconté. Je suis désolée. » Isabelle étudia le visage de Marine un instant, cherchant des signes de pitié ou de fausseté. Elle n'en trouva aucun. Marine n'avait pas les yeux larmoyants de compassion, ni les sourires forcés de quelqu'un qui veut remonter le moral à tout prix. Elle avait juste une expression sereine de quelqu'un qui comprenait que certaines douleurs étaient trop grandes pour être minimisées avec des mots. « Vous aussi, vous avez perdu quelqu'un, » dit Isabelle. Ce n'était pas une question. Marine arrêta de dessiner et regarda la fillette. « Comment le sais-tu ? » ?»« Vos yeux. Ils sont comme les miens quand je me regarde dans le miroir. » L'observation était si précise et mature que Marine en eut un frisson. Cette fillette avait développé une perception émotionnelle qui dépassait de loin son âge, probablement comme mécanisme de défense au milieu de tant de souffrances. « J'ai perdu mon mari il y a 2 ans, » dit simplement Marine.
Le père de ma fille, Sophie. Sophie, à quel âge? 5 ans. Elle aussi, elle a été triste. Très. Pendant des mois, elle ne voulait rien faire. Elle ne mangeait pas, ne jouait pas, ne souriait pas. Et maintenant? Marine prit un crayon bleu et ajouta des nuages au dessin de la famille. Maintenant, elle rit à nouveau. Pas toujours, pas comme avant, mais elle rit. Les gens que nous aimons nous manquent, mais ils nous laissent aussi de bons souvenirs. Et les bons souvenirs, quand on est prêt, peuvent ramener les sourires. Isabelle resta pensive quelques minutes. Puis, surprenant Marine, elle tendit la main vers la boîte de crayons de couleur. « Je peux essayer ?» Ces 2 mots marquèrent le début d'une transformation lente mais constante. Isabelle prit un crayon rouge et, avec des mouvements prudents, commença à ajouter des détails au dessin de Marine. D'abord, ce ne furent que de petits points, puis des lignes timides, jusqu'à ce qu'elle s'anime et commence à dessiner des fleurs autour de la maison. En dessinant ensemble, Isabelle commença à parler. De petites phrases au début, puis des paragraphes entiers. Elle raconta les cauchemars qu'elle faisait presque toutes les nuits, où elle entendait le bruit du métal qui s'entrechoque et ne parvenait pas à trouver sa mère. Elle parla de sa culpabilité d'avoir survécu alors que sa mère était morte, de comment elle pensait que son père l'évitait parce qu'elle lui rappelait l'accident. Marine écoutait tout sans juger, sans essayer de corriger ou de minimiser les sentiments de la fillette. Elle écoutait simplement et de temps en temps partageait de petites histoires sur sa propre expérience du deuil. Elle raconta comment Sophie s'était blâmée pour la mort de son père, pensant que si elle avait été une meilleure fille, il n'aurait pas eu à travailler autant et n'aurait pas eu d'accident. Elle expliqua comment il lui avait fallu beaucoup de temps et de patience pour faire comprendre à sa fille que certaines mauvaises choses arrivent, que l'on soit bon ou mauvais. La première journée passa plus vite que Marine ne l'avait prévu. Quand l'heure de partir arriva, Isabelle semblait réticente à la voir s'en aller. Il y avait une petite pile de dessins sur la table, créée en partenariat, et pour la première fois depuis des mois, la fillette avait mangé tout le repas que Madame Carmen avait servi. Les jours suivants, Marine établit une routine minutieuse. Elle arrivait toujours à la même heure, avec des matériaux différents. Un jour, elle apportait de la pâte à modeler, un autre jour des magazines à découper, un autre encore un petit clavier qu'elle avait acheté dans un magasin d'occasion. Elle ne forçait pas les activités, elle offrait simplement des options et laissait Isabelle choisir ce qu'elle voulait faire. Peu à peu, la fillette sortit du cocon de silence qu'elle avait construit autour d'elle. Elle commença à poser des questions sur Sophie, sur la vie de Marine, sur comment il était possible d'avancer après avoir perdu quelqu'un d'important. Marine répondait avec honnêteté, sans romantiser le processus ni promettre que la douleur disparaîtrait complètement. Le grand tournant eut lieu un mercredi, 2 semaines après que Marine eut commencé à travailler dans la maison. Isabelle avait passé la matinée particulièrement mélancolique, refusant de sortir de son fauteuil roulant, même pour les exercices de base qu'elle faisait tous les jours. Quand Marine lui demanda ce qui n'allait pas, Isabelle se confia enfin. « Je n'arrive plus à me souvenir du rire de maman, » dit-elle, des larmes coulant sur son visage. « J'essaie, mais je ne l'entends pas dans ma tête, et j'ai peur de l'oublier complètement. » Marine sentit son cœur se serrer. Elle savait exactement ce que c'était, car elle avait vécu la même chose avec Julien. Les détails de la personne aimée qui s'effacent peu à peu, comme si la mort volait des morceaux de mémoire en même temps que la présence physique. « Tu sais ce que ta mère faisait quand tu étais petite qui te faisait rire ?» demanda Marine. « Elle faisait semblant que j'étais un avion, » répondit Isabelle entre 2 sanglots. Elle me soulevait et courait dans la maison en faisant des bruits de moteur. Elle disait que j'étais le plus bel avion du monde. « Tu veux essayer ?» Isabelle regarda Marine avec surprise. « Mais je ne peux pas, mes jambes. »« Les avions ne volent pas avec les jambes, » dit Marine avec un sourire. « Ils volent avec les ailes. Et tu as les plus belles ailes que j'ai jamais vues. » Avant qu'Isabelle ne puisse protester, Marine la souleva de son fauteuil roulant et la prit dans ses bras. La fillette était plus légère qu'elle ne le paraissait, tout le poids qu'elle avait perdu pendant les mois de tristesse la rendant fragile comme un oisillon. Marine commença à marcher dans la chambre, faisant des bruits de moteur et inclinant Isabelle d'un côté à l'autre comme si elle volait. La réaction fut instantanée. Isabelle se mit à rire, d'abord nerveusement, puis sincèrement, jusqu'à éclater de rire comme elle ne l'avait pas fait depuis 18 mois. Marine continua le vol dans la chambre,
puis dans le couloir, décrivant les paysages, imaginaires qu'elle survolait, les nuages duveteux, les montagnes enneigées, les océans bleus où dansaient les baleines. Quand elles atterrirent enfin dans la chambre, elles étaient toutes les deux essoufflées et couvertes de la peinture qui avait éclaboussé les dessins éparpillés sur la table. Isabelle riait encore, ses yeux brillant d'une manière que Marine n'avait jamais vue auparavant. Le fauteuil roulant était oublié dans un coin, et pour la première fois depuis longtemps, il semblait qu'Isabelle s'était souvenue qu'elle était une enfant. C'est exactement à ce moment-là que Robert rentra plus tôt du travail et monta pour enquêter sur son impossible du rire de sa fille. C'est ce moment de pure joie et de connexion dont il fut témoin à travers l'entrebâillement de la porte et qui lui fit réaliser que quelque chose de fondamental avait changé dans la vie de sa famille. Marine ne savait pas qu'elles étaient observées. Elle tenait simplement Isabelle, qui riait encore doucement, et lui murmurait des mots tendres à l'oreille. Elle lui disait qu'elle était courageuse, qu'elle était forte, qu'elle méritait d'être heureuse. Et pour la première fois depuis qu'elle avait commencé ce travail, Marine sentit qu'elle pourrait peut-être vraiment aider cette famille à retrouver le chemin l'un vers l'autre. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que le père d'Isabelle était de l'autre côté de la porte, témoin de la scène qui allait tout changer, et que dans les jours suivants, sa présence dans la maison des Dubois serait remise en question de manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Robert passa toute la nuit au bureau, mais ne parvint pas à travailler. Assis au dernier étage de l'immeuble de Tech France, au 25e étage d'un bâtiment commercial de la Défense, il regardait les lumières de la ville s'étendre jusqu'à l'horizon et essayait de digérer ce qu'il avait vu cet après-midi-là. Isabelle qui riait, sa fille, qui n'avait montré aucune émotion depuis 18 mois, riant aux éclats comme si la joie n'avait jamais quitté sa vie. L'image de la femme inconnue tenant Isabelle dans ses bras se répétait dans son esprit comme un film en boucle. Qui était-elle? Comment avait-elle réussi en quelques semaines ce qu'il n'avait pas réussi en plus d'1 an? Et pourquoi Robert ressentait-il, en plus de la gratitude, une pointe amère de quelque chose qui ne pouvait être que de l'envie? Le lendemain matin, Robert annula toutes ses réunions et appela Serge Mendès, un détective privé que l'entreprise utilisait occasionnellement pour des vérifications d'antécédents sur des employés importants. Serge était discret, efficace et ne posait pas de questions inutiles. Exactement ce dont Robert avait besoin à ce moment-là. « J'ai besoin d'informations complètes sur une personne », dit Robert au téléphone, regardant par la fenêtre de son bureau de direction. « Marine Olivier. Elle travaille chez moi comme aide-soignante. Je veux tout savoir. Antécédents personnels, professionnels, financiers, références, famille, tout. » Serge promit des résultats en 48 heures. En attendant, Robert essaya de se concentrer sur son travail, mais découvrit que c'était impossible. Chaque fois qu'il commençait à analyser un rapport ou à participer à une visioconférence, son esprit retournait à la maison, au 2e étage, dans la chambre rose où sa fille était soignée par une étrangère qui avait accompli le miracle qu'il n'avait pas réussi. Le jeudi après-midi, Serge envoya le rapport par email. Robert ferma la porte de son bureau à clé et lut chaque ligne avec l'attention qu'il réservait normalement au contrat millionnaire. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Marine Olivier, 28 ans, originaire de Lyon, résidente à Paris depuis 8 ans, mariée à Julien Martel, technicien de maintenance industrielle, décédé il y a 2 ans dans un accident du travail dans une usine de pièces automobiles à Saint-Denis. Mère de Sophie Martel, 5 ans. Casier judiciaire vierge, pas de dette, fidèle de l'église de son quartier à Belleville. Parcours professionnel, aide-soignante en maison de retraite, professeur de soutien scolaire, agent d'entretien de nuit, revenu mensuel total, environ 2500 €. Adresse, appartement de 2 pièces loué à Belleville, loyer, 800 € par mois. Situation financière, stable mais serrée, aucun bien à son nom. Ce qui attira le plus l'attention de Robert, ce furent les références personnelles. Tous les employeurs précédents décrivèrent Marine comme exceptionnelle, dévouée, affectueuse avec les enfants. La directrice de l'école où Sophie étudiait la mentionnait comme une mère présente et impliquée, malgré les difficultés financières. Le prêtre de l'église la connaissait depuis des années et garantissait son intégrité morale et son esprit solidaire. Mais c'est le dernier paragraphe du rapport qui coupa le souffle à Robert.
Serge avait découvert que Marine utilisait une partie de son propre salaire, déjà si serré, pour acheter du matériel d'art et de petits cadeaux pour les enfants dont elle s'occupait. Au cours des 15 derniers jours, elle avait dépensé 120 € en crayons de couleur, papier, peinture et un clavier jouet. 120 € qui manqueraient probablement pour les courses du mois dans une économie qui peinait à survivre. Robert ferma l'ordinateur et baissa la tête. Voilà une femme qui gagnait en un mois ce qu'il gagnait en une heure, vivant dans une situation financière qu'il considérerait comme désespérée. Et pourtant elle dépensait de l'argent de sa propre poche pour apporter de la joie à sa fille. Tandis que lui, milliardaire, parvenait à peine à dîner avec Isabelle une fois par semaine. Cet après-midi-là, pour la deuxième fois en 2 jours, Robert quitta l'entreprise plus tôt. Mais cette fois, il avait un objectif clair. Il devait rencontrer Marine, comprendre comment elle avait réussi l'impossible et surtout la remercier d'avoir rendu sa fille à la vie. Il arriva à la maison à 16 h et trouva Madame Carmen en train de préparer le goûter dans la cuisine. La gouvernante fut surprise de le voir mais ne posa pas de questions. Elle l'informa simplement que Marine et Isabelle étaient dans la chambre, en train de faire des exercices de kinésithérapie. Robert monta les escaliers le cœur battant. De l'extérieur de la chambre, il entendait des voix basses, une conversation qui semblait naturelle et détendue. Depuis combien de temps n'avait-il pas entendu sa fille converser ainsi? Il frappa doucement à la porte. Les voix se turent. « Entrez », dit une voix féminine qu'il ne connaissait pas. Robert poussa la porte et vit la scène qui allait changer sa perspective pour toujours. Isabelle était par terre, sur un tapis de jeu coloré, faisant des exercices d'étirement, avec l'aide de Marine. Toutes deux souriaient, et quand Isabelle vit son père, son visage s'illumina d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis des mois. « Papa !» s'exclama-t-elle, sincèrement heureuse. « Marine m'apprend de nouveaux exercices. Tu veux voir ?» Robert sentit une boule dans sa gorge. Quand Isabelle avait-elle été heureuse de le voir pour la dernière fois? Quand l'avait-elle appelé « papa » avec ce ton affectueux pour la dernière fois? « Bien sûr, ma princesse », réussit-il à dire, la voix un peu rauque. « J'adorerais voir. » Marine se leva et se présenta formellement. Elle était plus petite que Robert ne l'avait imaginé, avec des cheveux bruns attachés en une queue de cheval pratique et des yeux marrons qui transmettaient une sérénité qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Elle portait des vêtements simples mais propres et avait des callosités aux mains qui parlèrent d'une vie de travail honnête. Pendant les 15 minutes suivantes, Robert regarda sa fille démontrer les exercices qu'elle avait appris avec Marine. Isabelle était radieuse, expliquant chaque mouvement avec fierté, corrigeant occasionnellement la posture de son père quand il essayait d'aider. C'était comme si elle avait redécouvert son propre corps, comme si elle s'était souvenue qu'elle pouvait être forte malgré ses limites. Quand Isabelle fut fatiguée et demanda à se reposer, Robert proposa de la porter jusqu'à son fauteuil roulant. Pour la première fois depuis plus d'1 an, elle accepta les bras de son père sans résistance, posant sa tête sur son épaule, comme elle le faisait quand elle était petite. « Marine, pouvez-vous rester un peu plus longtemps ?» demanda Robert, après avoir installé Isabelle dans son fauteuil. « J'aimerais vous parler. » Marine regarda sa montre. « Bien sûr, monsieur Dubois. Il me reste encore une 20aine de minutes. » Ils descendirent au bureau, laissant Isabelle regarder des dessins animés dans sa chambre. En chemin, Robert observa comment Marine marchait dans la maison avec naturel, comme si elle connaissait déjà chaque couloir, comme si elle appartenait à cet endroit. Madame Carmen la salua chaleureusement lorsqu'elles passèrent par la cuisine, et Robert remarqua comment les 2 femmes semblaient avoir développé un partenariat confortable. Dans le bureau, Robert offrit l'un des fauteuils en cuir à Marine, mais elle préféra rester debout. Il y avait une formalité respectueuse dans sa posture, mais aussi une fermeté qui suggérait qu'elle ne se laissait pas facilement intimider. « Marine, » commença Robert, « je dois vous remercier pour ce que vous avez fait pour Isabelle. Je ne peux pas exprimer à quel point cela signifie pour moi de revoir ma fille sourire. »« Vous n'avez pas à me remercier, monsieur Dubois, » répondit Marine. « C'est mon travail. Et Isabelle est une fille merveilleuse. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui le voie. » La simplicité de la réponse désarma complètement Robert. Il n'y avait pas de fausse modestie, ni de tentative d'impressionner, juste la vérité dite directement. « Vous avez réussi en 2 semaines ce que je n'ai pas réussi en plus d'1 an, admit Robert.
Comment? Marine l'étudia un moment avant de répondre. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Dubois, mais avez-vous vraiment essayé? La question fut comme une gifle. Robert sentit son visage chauffer. Comment ça? Quand avez-vous passé un après-midi entier avec Isabelle pour la dernière fois? Quand lui avez-vous parlé de quelque chose d'autre que des médecins ou de l'école? Quand lui avez-vous demandé pour la dernière fois ce qu'elle ressentait? Robert ouvrit la bouche pour répondre mais ne le put, car il savait que Marine avait raison. Au cours des 18 derniers mois, il avait été un pourvoyeur financier, un payeur de factures médicales, un organisateur de soins externalisés. Mais un père? Il avait cessé d'être un père le soir de l'accident. Isabelle n'a pas besoin de plus de jouets ou de plus de médicaments, continua Marine, sa voix ferme mais non agressive. Elle a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule, que quelqu'un la voit comme une fille complète, pas comme une victime. Elle a besoin de sentir qu'elle mérite de l'amour, pas de la pitié. « J'aime ma fille, » dit Robert sur la défensive. « J'en suis certaine, » répondit Marine. « Mais un amour qui n'est pas démontré, c'est comme de la nourriture qui n'est pas servie. Il peut exister, mais celui qui a faim ne s'en nourrit pas. » Robert s'assit lourdement dans le fauteuil derrière son bureau. La vérité des paroles de Marine était brutale, mais indéniable. Il s'était caché derrière la culpabilité, le travail, la douleur, pendant que sa fille dépérissait dans la solitude. « Je ne savais pas comment faire, » admit-il, la voix presque un murmure. « Chaque fois que je la regarde, je vois l'accident. Je vois Hélène à l'hôpital. Je vois tout ce que je n'ai pas réussi à protéger. » Marine s'approcha du bureau et s'assit sur le bord de la chaise en face de Robert. « Monsieur Dubois, puis-je vous poser une question personnelle ?» Il acquiesça. « Pensez-vous qu'Isabelle vous blâme pour l'accident ?» Robert leva la tête, surpris par la question directe. « Je ne sais pas. Parfois, je pense que oui. Parfois, elle ne vous blâme pas, » dit Marine avec certitude. « Savez-vous ce qu'elle m'a dit hier? Qu'elle a peur que vous la blâmiez, qu'elle pense que vous auriez préféré qu'elle meure à la place de sa mère. » Les mots frappèrent Robert comme des balles. Il se leva brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre pour cacher les larmes qui commençaient à se former. « Elle a dit ça? » Entre autres choses. Elle a dit que vous l'évitiez parce que la regarder vous fait mal. Elle a dit qu'elle se sent coupable d'être en vie alors, que sa mère est morte. Elle a dit que parfois elle a envie d'arrêter la kinésithérapie parce qu'elle pense que ça ne vaut pas la peine de s'améliorer si personne ne s'en soucie. Robert appuya son front contre la vitre froide de la fenêtre. La douleur dans sa poitrine était physique, comme si quelqu'un lui serrait le cœur avec les mains. « Comment puis-je arranger ça ?» demanda-t-il, sans se retourner. « En commençant maintenant, » répondit Marine. « En montant là-haut et en disant à votre fille que vous l'aimez, que vous êtes fier d'elle, qu'elle n'est coupable de rien, que vous allez apprendre à être le père dont elle a besoin. Et si je n'y arrive pas? Alors vous continuez d'essayer jusqu'à ce que vous y arriviez. C'est ce que font les pères. » Robert se tourna pour faire face à Marine. Elle était beaucoup plus jeune que lui, venait d'une réalité complètement différente, mais il y avait une sagesse dans ses yeux qui venait d'une expérience réelle de la douleur et du dépassement. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-il. « Pourquoi vous souciez-vous autant d'une famille d'étrangers ?» Marine sourit pour la première fois depuis qu'ils étaient descendus au bureau. « Parce que je reconnais la douleur quand je la vois, et parce que je crois que chaque enfant mérite d'avoir un père présent. Isabelle a déjà perdu sa mère. Ce serait une tragédie si elle perdait aussi son père, surtout quand il est juste là vivant, capable de choisir d'être présent. » À ce moment-là, Robert prit une décision qui allait tout changer. Il allait essayer. Il allait laisser de côté la peur, la culpabilité, la douleur, et il allait essayer d'être le père dont Isabelle avait besoin. Il ne savait pas comment, il ne savait pas s'il y arriverait, mais il allait essayer. « Marine, » dit-il, « m'aideriez-vous ? Je ne sais pas comment être un père pour une fille qui a vécu un tel traumatisme. Je ne sais pas comment récupérer une relation que j'ai laissée mourir. M'apprendriez-vous » Marine l'étudia un moment. « Vous êtes sûr ? Parce que ce n'est pas facile. Cela exigera que vous changiez votre routine, que vous soyez vraiment présent, que vous mettiez Isabelle en premier. Êtes-vous prêt à le faire ?» Robert pensa aux 18 derniers mois. Il pensa à toutes les réunions qu'il avait priorisées sur le bien-être de sa fille, à toutes les nuits où il était rentré à la maison, alors qu'elle dormait déjà, à toutes les occasions manquées d'être simplement présent.
Je le suis, dit-il. Et pour la première fois depuis longtemps, il crut en ses propres paroles. Ils montèrent ensemble dans la chambre d'Isabelle. La fillette jouait sur une tablette, mais leva les yeux quand elle les vit entrer ensemble. Robert s'approcha du fauteuil roulant et s'agenouilla à côté de sa fille, se mettant à sa hauteur. « Isa, dit-il, utilisant le surnom affectueux qu'il n'avait pas prononcé depuis des mois, « je peux te parler ?» Isabelle acquiesça, curieuse. « Je veux te demander pardon, » continua Robert, sa voix tremblant légèrement. « Pardon de m'être éloigné de toi. Pardon de ne pas avoir été le père dont tu avais besoin après que nous ayons perdu maman. Et surtout, pardon de t'avoir laissé penser que quoi que ce soit était de ta faute. » Isabelle resta silencieuse, les yeux écarquillés. « Rien de ce qui s'est passé n'est de ta faute, » dit Robert, tenant les petites mains de sa fille. « Tu es la chose la plus précieuse de ma vie, et j'ai été un idiot de ne pas te le montrer tous les jours. Tu me pardonnes ?» Isabelle regarda Marine, comme si elle cherchait la permission de ressentir ce qu'elle ressentait. Marine acquiesça de la tête pour l'encourager. « Je te pardonne, papa, » dit Isabelle, et elle se jeta dans les bras de son père. Robert la serra fort, la sentant trop maigre contre sa poitrine, se promettant silencieusement de ne plus jamais la laisser douter de son amour. Par-dessus la tête de sa fille, il regarda Marine et articula un « merci » silencieux. Marine sourit et sortit discrètement de la chambre, laissant père et fille reconstruire enfin le pont que le deuil avait détruit. De l'autre côté de la porte, elle s'adossa au mur et respira profondément. C'était toujours émouvant de voir des familles se reconnecter, mais cette fois, c'était spécial. Cette fois, elle avait aidé à sauver non seulement une fillette, mais toute une famille. Ce que Marine ne savait pas, c'est que ce n'était que le début. Dans les jours suivants, Robert commencerait à réorganiser toute sa vie autour de sa fille. Et progressivement, Marine découvrirait qu'elle était devenue bien plus qu'une aide-soignante pour la famille Dubois. Elle était devenue la clé qui avait ouvert la porte à une nouvelle façon de vivre, d'aimer et d'être une famille. La reconstruction avait commencé, et pour la première fois en 18 mois, la maison de Neuilly-sur-Seine allait redevenir un foyer. 3 mois après cet après-midi transformateur, la maison de Neuilly-sur-Seine était devenue un endroit complètement différent. Le silence oppressant qui avait dominé les couloirs pendant 18 mois avait cédé la place à une symphonie de vie. Des rires résonnant dans les escaliers, des conversations animées dans la salle à manger, de la musique venant de la chambre d'Isabelle, et même le bruit de petits pieds courant dans les couloirs de marbre. Robert tint sa promesse de changement avec une détermination qui surprit tout le monde, à commencer par lui-même. Il réorganisa complètement son emploi du temps chez Tech France, déléguant des responsabilités qu'il considérait auparavant comme intransférables et établissant des limites claires entre vie professionnelle et personnelle. Il quittait l'entreprise tous les jours à 17 heures, arrivait à la maison à temps pour le goûter d'Isabelle et pour la première fois depuis des années, éteignait son téléphone professionnel après 19 heures. La transformation ne fut ni immédiate ni facile. Il y eut des jours difficiles, des moments où Robert se sentait perdu en essayant de naviguer dans les sentiments complexes de sa fille, des occasions où la culpabilité le hantait encore comme un fantôme persistant. Mais Marine était là, patiente et ferme, le guidant à travers les moments les plus difficiles avec la sagesse de celle qui avait parcouru des sentiers similaires de douleur et de reconstruction. Isabelle, de son côté, s'épanouit de manière que même Marine n'avait pas anticipée. La fillette, qui était devenue un fantôme silencieux après l'accident, redevint curieuse, bavarde, pleine de questions sur le monde qui l'entourait. Sa récupération physique s'accéléra également de façon spectaculaire lorsqu'elle gagna en motivation émotionnelle. Lors des séances de kinésithérapie, que Robert suivait désormais religieusement, elle se dépassait, déterminée à montrer à son père chaque petit progrès. Le moment le plus marquant de cette période de reconstruction eut lieu un vendredi d'avril, lorsque Robert rentra à la maison et trouva Isabelle essayant de jouer une mélodie sur le clavier que Marine avait apporté. La musique était loin d'être parfaite, mais il y avait quelque chose d'hypnotisant dans la concentration intense de la fillette, dans la façon dont elle bougeait ses petits doigts sur les touches, cherchant les bonnes notes pour une chanson qu'elle seule pouvait entendre. « Quelle est cette chanson, ma princesse ?» demanda Robert, s'asseyant par terre à côté du fauteuil roulant. « J'essaie de jouer la chanson que maman me chantait avant de dormir, » répondit Isabelle sans cesser de jouer.
Marine a dit que parfois les souvenirs deviennent plus clairs quand on fait quelque chose avec ses mains. Robert sentit son cœur se serrer, mais pas de douleur cette fois. C'était une sensation différente, plus douce, comme si les souvenirs d'Hélène étaient honorés au lieu d'être évités. « Tu te souviens des paroles ?» demanda-t-il. « Un petit peu. Ça parlait d'une étoile qui protégeait les enfants quand ils dormaient. » Robert sourit. Bien sûr qu'il se souvenait de cette chanson. Hélène avait inventé la mélodie quand Isabelle était bébé, une berceuse improvisée qui était devenue une partie du rituel nocturne de la famille. Il ne l'avait pas entendue depuis près de 2 ans. « Je peux essayer de chanter avec toi ?» proposa-t-il. Isabelle arrêta de jouer et regarda son père avec surprise. « Tu connais la chanson ?»« Bien sûr que je la connais. J'ai aidé maman à l'inventer. » C'est ainsi que Marine les trouva en arrivant le lundi suivant. Père et fille assis par terre dans la chambre, partageant une mélodie qui reliait le passé douloureux au présent plein de possibilités. Robert chantait d'une voix un peu fausse, tandis qu'Isabelle l'accompagnait au clavier, et pour la première fois depuis l'accident, les souvenirs d'Hélène apportèrent des sourires au lieu de larmes. Marine observa la scène quelques instants avant de se faire remarquer. Il y avait quelque chose de profondément gratifiant à voir cette famille qu'elle avait aidé à reconstruire, mais il y avait aussi une pointe de mélancolie qu'elle ne parvenait pas à expliquer complètement. C'était peut-être la perception que son rôle ici changeait, que Robert et Isabelle apprenaient à marcher à nouveau ensemble. En réalité, la vie de Marine avait également connu des transformations significatives au cours des derniers mois. Robert avait insisté pour augmenter considérablement son salaire, arguant qu'elle n'était plus seulement une aide-soignante, mais un élément essentiel de la guérison familiale. Avec cette stabilité financière, Marine avait pu déménager dans un appartement plus grand à Belleville, où Sophie avait sa propre chambre pour la première fois de sa vie. Sophie, qui avait d'abord été timide face au changement de routine de sa mère, fut bientôt enchantée par les histoires que Marine racontait sur Isabelle. La fillette de 5 ans demandait sans cesse des nouvelles de « la princesse en fauteuil roulant », comme elle avait surnommé Isabelle, et suppliait de la rencontrer. Ce fut un samedi après-midi que Marine prit son courage à 2 mains pour suggérer quelque chose à quoi elle pensait depuis des semaines. « Robert, dit-elle, alors qu'ils aidaient Isabelle avec ses exercices de renforcement, cela vous dérangerait-il si j'amenais Sophie pour rencontrer Isabelle? Elle n'arrête pas de demander, et je pense que ce serait bien pour toutes les deux. » Robert interrompit le mouvement qu'il faisait. Au cours des derniers mois, la maison s'était ouverte à Marine d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Elle n'était plus seulement une employée, elle était presque comme de la famille. L'idée d'élargir encore ce cercle le rendit momentanément incertain. « Qu'en penses-tu, Isa ?» demanda-t-il à sa fille. Isabelle s'anima immédiatement. « Je peux rencontrer Sophie ? Marine parle tout le temps d'elle. Elle aussi, elle a perdu son papa ?»« Oui, » confirma doucement Marine. « Elle avait 3 ans quand c'est arrivé. Parfois, elle est encore triste. Mais elle apprend qu'il est possible de ressentir le manque et d'être heureux en même temps. »« Comme moi, » dit Isabelle, avec une maturité qui surprenait encore Robert. « Je peux lui apprendre les exercices et lui montrer mes dessins ?» C'est ainsi que, le samedi suivant, Sophie entra pour la première fois dans la maison des Dubois. C'était une petite fille menue, aux cheveux bouclés comme ceux d'Isabelle, mais avec l'énergie typique d'un enfant qui n'avait pas subi de traumatismes importants. Elle regarda le hall d'entrée avec des yeux écarquillés, impressionnée par la taille et l'élégance de la maison, mais sa timidité disparut complètement lorsqu'elle vit Isabelle. « Tu es la princesse !» s'exclama Sophie, courant vers le fauteuil roulant. « Maman a dit que tu es très courageuse. » Isabelle rit de la spontanéité de la plus jeune. « Je ne suis pas une princesse, je suis Isabelle, mais tu peux m'appeler Isa. Je suis Sophie, mais maman m'appelle Sophinette. Tu veux jouer ?» Robert et Marine observèrent les 2 fillettes faire connaissance avec la facilité naturelle des enfants. Sophie ne montra aucune gêne ou pitié envers le fauteuil roulant d'Isabelle. Pour elle, cela faisait simplement partie de qui était Isabelle, comme avoir les cheveux bouclés ou les yeux verts. En peu de temps, elles étaient dans la chambre d'Isabelle. Sophie assise par terre pendant qu'Isabelle lui montrait les dessins qu'elle avait faits avec Marine. La plus jeune fut sincèrement impressionnée par le talent artistique d'Isabelle, et bientôt elles dessinaient ensemble, créant des histoires élaborées sur des princesses qui sauvaient des royaumes entiers de la tristesse.
Madame Carmen, qui avait préparé un goûter spécial pour l'occasion, observait tout depuis la porte avec un sourire maternel. Il y avait longtemps que cette maison n'avait pas entendu de rire d'enfant, commenta-t-elle à Marine. On dirait que nous sommes revenus au temps où Madame Hélène était ici. Marine sourit, mais sentit un pincement au cœur. La comparaison avec Hélène, bien que faite avec affection, la mettait toujours mal à l'aise. Elle savait qu'elle ne pourrait ni ne devrait jamais essayer de remplacer la mère d'Isabelle, mais elle se demandait parfois quelle était exactement sa place dans cette famille reconstruite. Les mois suivants apportèrent une routine qu'aucun d'eux n'avait anticipée, mais qui fonctionnait de manière presque magique. Sophie se mit à venir chez les Dubois 3 fois par semaine, toujours accompagnée de Marine. Les 2 fillettes développèrent une amitié profonde et sincère, pleine des hauts et des bas typiques de l'enfance, mais fondée sur une compréhension mutuelle de la perte et de la résilience. Robert se découvrit appréciant sincèrement la compagnie de Sophie. La fillette avait une spontanéité qui l'amusait et une sagesse émotionnelle qui le surprenait parfois. Elle n'avait pas peur de poser des questions difficiles ou de montrer de l'affection, et elle aida progressivement Robert à devenir plus expressif et présent, non seulement avec Isabelle, mais avec toutes les personnes qu'il aimait. Ce fut Sophie qui, par un après-midi pluvieux de mai, fit la remarque qui allait tout changer. « Tonton Robert », dit-elle, utilisant le surnom affectueux qu'elle lui avait donné. « Vous êtes comme une famille, n'est-ce pas ?» Robert aidait les filles à faire un puzzle de 500 pièces étalées sur le sol du salon. Il s'arrêta avec une pièce à la main et regarda Sophie. « Comment ça, Sophinette? Toi, Tati Isa, maman et moi. On est ensemble, on mange ensemble, on joue ensemble. C'est comme une famille. » Isabelle leva les yeux du puzzle. « Mais les familles, ce sont des gens qui habitent dans la même maison. »« Pas toujours, » répliqua Sophie avec la logique irréfutable des enfants. « Ma mamie habite loin, mais c'est ma famille. Et vous vous occupez de nous et on s'occupe de vous. C'est une famille, oui. » Robert sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Famille. Quand avait-il cessé de penser en ces termes? Depuis la mort d'Hélène, il s'était tellement concentré sur la survie, sur la reconstruction de sa relation avec Isabelle, qu'il n'avait pas réalisé à quel point Marine et Sophie étaient devenues une partie intégrante de leur vie. Il regarda Marine, qui était assise dans le fauteuil, près de la cheminée, observant la conversation des filles avec une expression pensive. Au cours des derniers mois, elle était devenue sa confidente, sa partenaire dans l'éducation d'Isabelle, sa source de sagesse dans les moments difficiles. Et Sophie avait apporté une joie spontanée que la maison ne connaissait plus depuis des années. Ce soir-là, après le départ de Marine et Sophie, Robert discuta avec Isabelle du commentaire de son amie. « Qu'en penses-tu, Isa? Sommes-nous une famille ?» Isabelle réfléchit un instant. « Je pense que oui, papa. Marine s'occupe de nous comme si nous étions de sa famille, et Sophie est comme une petite sœur pour moi. Et tu es heureux quand elles sont là. »« C'est vrai, » admit Robert. « Et toi, tu es heureuse. »« Très, » dit Isabelle en souriant. « Avant, je pensais que je ne serais plus jamais heureuse après la mort de maman. Mais maintenant, je sais qu'il est possible de regretter maman et d'avoir quand même des moments heureux. Marine me l'a appris. » Robert serra sa fille dans ses bras, réalisant qu'elle avait grandi émotionnellement d'une manière qu'il n'avait pas remarquée. La fillette, qui était devenue silencieuse et apathique après l'accident, parlait maintenant de sentiments complexes avec une clarté que beaucoup d'adultes ne possédaient pas. La décision vint naturellement, comme si elle était inévitable depuis le premier jour où Marine était entrée dans cette maison. Robert savait qu'il voulait officialiser ce qui existait déjà dans la pratique. Ces 4 personnes formaient une famille, non traditionnelle, mais authentique dans sa capacité à prendre soin, à protéger et à aimer les uns les autres. Par un après-midi de juin, exactement 6 mois après le jour où Marine avait fait rire Isabelle pour la première fois, Robert fit une invitation qui surprit tout le monde. « Marine, » dit-il, après que les filles soient sorties jouer dans le jardin, « est-ce que Sophie et toi aimeriez emménager ici ?» Marine s'arrêta au milieu de son geste pour ranger le matériel de kinésithérapie. « Comment ça? Je veux dire, vivre ici, de façon permanente. Il y a assez de chambres, Sophie pourrait avoir son propre espace et... » Robert hésita, cherchant les mots justes. « Et j'aimerais que vous fassiez officiellement partie de cette famille. » Marine s'assit lentement, digérant la proposition. « Robert, je ne sais pas si...
Je ne parle pas de mariage ou d'engagement romantique, clarifia rapidement Robert. Je parle de famille. Tu es déjà la personne la plus importante dans la vie d'Isabelle après moi. Sophie est déjà comme une sœur pour elle. Et moi, il marqua une pause, luttant pour trouver les mots. Je ne peux plus imaginer nos vies sans vous deux. Marine resta silencieuse un long moment. L'offre était tentante à bien des égards, mais aussi effrayante. Déménager dans cette maison signifierait accepter un changement radical dans sa vie, assumer des responsabilités qui allaient bien au-delà des soins professionnels. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle finalement. « Alors nous affronterons les problèmes ensemble, comme le fait une famille, » répondit Robert. « Marine, au cours des derniers mois, tu m'as réappris à être père. Tu as aidé Isabelle à redécouvrir la joie. Tu as redonné vie à une maison qui était morte. Je ne peux pas offrir de romance ou de passion, mais je peux offrir le respect, le partenariat, la sécurité et un amour familial sincère. » Cette nuit-là, Marine discuta longuement avec Sophie de la proposition. La fillette de 5 ans fut enthousiasmée par l'idée d'avoir une chambre rien qu'à elle et de voir Isabelle tous les jours, mais elle fit également preuve d'une compréhension surprenante des implications du déménagement. « Maman, dit-elle, tu penses que papa serait content si on habitait avec Tati Isa et tonton Robert ?» La question fut comme un coup de poignard doux au cœur de Marine. Sophie avait gardé vivante la mémoire de son père à travers des photos et des histoires, et l'incluait encore dans ses décisions importantes. « Je pense que ton père serait heureux de savoir que tu as une famille qui t'aime, » répondit Marine. « Il a toujours voulu que tu sois heureuse et en sécurité. Alors je pense qu'on devrait y aller, » décida Sophie avec la détermination typique des enfants. Isa a besoin d'une sœur et tonton Robert a besoin de quelqu'un pour le faire sourire davantage. Une semaine plus tard, Marine et Sophie emménagèrent officiellement dans la maison de Neuilly-sur-Seine. Madame Carmen aida à organiser la chambre de Sophie, qui choisit la couleur lilas pour les murs et insista pour avoir un lit à baldaquin comme celui d'Isabelle. Marine prit une chambre au même étage, assez proche pour entendre si Isabelle avait besoin de quelque chose pendant la nuit, mais avec suffisamment d'intimité pour conserver son indépendance. L'adaptation fut plus douce que quiconque ne l'avait prévu. Sophie apporta une nouvelle énergie à la maison, son rire enfantin résonnant dans les couloirs, ses jouets éparpillés dans les pièces auparavant toujours bien rangées. Isabelle s'épanouit avec cette compagnie constante, développant un sens des responsabilités en tant que grande sœur qui accéléra encore plus sa guérison émotionnelle et physique. Robert se découvrit père de 2 filles, du jour au lendemain, un rôle qu'il assuma avec un dévouement qui compensait les années perdues. Il apprit à faire des tresses dans les cheveux bouclés de Sophie, à arbitrer les disputes enfantines entre les deux, à lire des histoires avec des voix différentes pour chaque personnage, à transformer les dîners en aventures culinaires où les filles pouvaient aider en cuisine. Marine assuma naturellement le rôle d'organisatrice familiale, mais pas de manière autoritaire. Elle coordonnait les horaires, s'occupait des besoins médicaux d'Isabelle, aidait Sophie avec ses devoirs et devint progressivement l'encre émotionnelle qui maintenait toute la famille en équilibre. Le moment qui scella définitivement cette nouvelle configuration familiale eut lieu un soir de juillet, exactement 2 ans après l'accident qui avait détruit la famille originelle des Dubois. Robert était rentré du travail et avait trouvé les 3 femmes de sa vie dans la cuisine, préparant le dîner ensemble. Isabelle était dans son fauteuil roulant, coupant des légumes sur une planche adaptée. Sophie était debout sur un tabouret, remuant une casserole sous la surveillance attentive de Marine. Et Marine coordonnait tout avec le naturel de celle qui était née pour être mère. La scène était si parfaite, si pleine de vie et d'amour, que Robert resta immobile à la porte, observant simplement. 2 ans plus tôt, il avait perdu sa famille dans un terrible accident. Maintenant, grâce à la persévérance, au pardon et surtout à l'amour, il avait gagné une nouvelle famille, différente de la précédente mais tout aussi précieuse. « Papa !» cria Sophie en le voyant. « On prépare ton plat préféré. »« Et c'est moi qui ai coupé toutes les tomates », ajouta fièrement Isabelle. « Bravo les filles !» dit Robert, embrassant le front de chacune avant de s'approcher de Marine. « Et toi, comment s'est passée ta journée ?»« Parfaite », répondit Marine, et pour la première fois depuis longtemps, elle le pensait vraiment. Cette nuit-là, après que les filles se soient couchées, Robert et Marine s'assirent dans le salon pour leur conversation quotidienne sur la famille. C'était un rituel qu'ils avaient développé,
un moment pour discuter des défis de la journée, planifier des activités et simplement se connecter en tant que partenaire dans l'éducation des enfants. « Marine, » dit Robert, regardant la cheminée où un feu doux crépitait, « il y a quelque chose que je dois te dire. »« Qu'est-ce que c'est ? Quand tu es arrivé ici, il y a 9 mois, j'étais perdu. J'étais devenu un fantôme dans la vie de ma propre fille, un homme qui avait tout matériellement mais rien qui comptait vraiment. » Marine l'écouta en silence, sachant qu'il avait besoin de parler. « Tu n'as pas seulement sauvé Isabelle, » continua Robert. « Tu m'as sauvé moi aussi. Tu m'as appris qu'être présent est plus important que de réussir, que l'amour démontré vaut plus que l'amour ressenti, que la famille n'est pas quelque chose qui naît tout fait, mais quelque chose qui se construit chaque jour. »« Robert, laisse-moi finir, » demanda-t-il gentiment. « Je veux que tu saches que toi et Sophie n'êtes pas des invités dans cette maison. Vous êtes de la famille, et pas seulement parce que vous vivez ici, mais parce que nous choisissons chaque jour de prendre soin les uns des autres, de nous protéger les uns les autres, de nous aimer les uns les autres. » Marine sentit ses yeux se remplir de larmes. Pendant si longtemps après la mort de Julien, elle s'était concentrée uniquement sur la survie, sur la sécurité et l'alimentation de Sophie. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait retrouver un endroit où elle appartiendrait, où elle serait aimée non pour ce qu'elle faisait, mais pour qui elle était. « Merci, » murmura-t-elle, « de nous laisser faire partie de ça. Merci à toi de nous avoir réappris à être une famille. » 1 an après ce moment, en juillet, la famille s'était installée dans une routine qui fonctionnait comme une horloge bien réglée. Isabelle avait fait des progrès extraordinaires en kinésithérapie et pouvait maintenant se tenir debout avec un soutien pendant des périodes de plus en plus longues. Sophie s'était parfaitement adaptée à sa nouvelle école dans le quartier et avait noué des amitiés solides avec des enfants de son âge. Marine s'était inscrite à un cours du soir de pédagogie, encouragée par Robert à poursuivre un vieux rêve de devenir enseignante. Et Robert avait appris à équilibrer succès professionnel et présence familiale d'une manière qui le surprenait chaque jour. Ce fut un dimanche après-midi qu'Isabelle fit la déclaration qui deviendrait le jalon définitif de la transformation familiale. Elle avait passé la matinée à travailler sur un projet artistique qu'elle développait depuis des semaines et était enfin prête à le montrer à la famille. « Fermez les yeux », demanda-t-elle, positionnant son fauteuil roulant devant le canapé où Robert, Marine et Sophie étaient assis. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, ils virent une peinture qui les laissa sans voix. C'était un portrait de la famille. Robert, Marine, Isabelle et Sophie, tous souriants, entourés d'un cadre de fleurs colorées. Mais le plus touchant, c'étaient les 2 silhouettes éthérées à l'arrière-plan du tableau, peintes dans des tons doux de lumière dorée, une femme élégante aux longs cheveux et un jeune homme au sourire bienveillant. « Ce sont maman Hélène et papa Julien », expliqua Isabelle, sa voix pleine d'émotion mais ferme. « J'ai voulu les mettre dans le tableau parce que, même s'ils ne sont pas là, ils font partie de notre famille. Ils nous ont appris à aimer et cet amour continue de vivre en nous. » Robert sentit les larmes couler librement sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais d'une gratitude si profonde qu'elle ne tenait pas en mots. Sa fille avait trouvé un moyen d'honorer le passé sans en être prisonnière, d'inclure ceux qui étaient partis sans exclure ceux qui étaient arrivés. Marine serra Isabelle fort dans ses bras, lui murmurant des mots de fierté et d'amour à l'oreille. Sophie applaudit avec enthousiasme, déclarant que c'était le plus beau dessin qu'elle ait jamais vu. Et Robert enfin comprit pleinement ce que signifiait être reconnaissant. Reconnaissant pour l'accident qui avait presque détruit sa famille, car c'est à travers la douleur qu'ils avaient appris la vraie valeur de l'amour. Reconnaissant d'avoir tout perdu, car c'est dans la perte qu'il avait découvert ce qui comptait vraiment. Reconnaissant que Marine soit entrée dans leur vie, car c'est grâce à elle qu'ils avaient appris que la famille est un choix quotidien, pas seulement un hasard de la biologie. Ce soir-là, Robert accrocha le tableau dans le salon, à la place d'honneur au-dessus de la cheminée. C'était un symbole de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Une famille imparfaite mais vraie, fondée non sur l'absence de douleur, mais sur la présence d'un amour suffisant pour transformer la douleur en sagesse, la perte en gratitude, la fin en un nouveau départ. Quand les filles allèrent se coucher, Robert et Marine s'assirent devant le tableau, contemplant les 6 silhouettes qui représentaient désormais leur réalité. « Tu penses qu'on a fait les bons choix ?»
demanda Marine, posant sa tête sur l'épaule de Robert dans une intimité confortable et fraternelle qu'ils avaient développée. « Je pense qu'on a fait les seuls choix qu'on pouvait faire, » répondit Robert. « On a choisi l'amour plutôt que la peur. On a choisi la présence plutôt que l'absence. On a choisi de construire plutôt que de simplement survivre. » Marine sourit, regardant l'avenir avec une confiance qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Tu penses qu'Hélène et Julien approuveraient ?» Robert regarda les silhouettes éthérées sur le tableau, sentant pour la première fois depuis l'accident qu'il pouvait penser à Hélène sans douleur paralysante. « J'en suis certain. Ils nous ont assez aimés pour vouloir que nous soyons heureux, même sans eux. Et maintenant, nous le sommes. » Sophie apparut à la porte du salon encore en pyjama, se frottant les yeux endormis. « Je n'arrive pas à dormir, » dit-elle avec l'honnêteté directe des enfants. « Je peux rester un peu avec vous ?» Robert la prit dans ses bras, et elle se blottit entre lui et Marine sur le canapé, tous trois regardant le tableau qui racontait l'histoire de comment une famille peut renaître des cendres d'une autre. « Tonton Robert, » murmura Sophie, presque endormie. « Tu penses qu'on sera une famille pour toujours ?»« Un pour toujours, » répondit Robert en embrassant le front de la fillette. « Parce qu'une vraie famille, c'est celle qui choisit de rester ensemble, quoi qu'il arrive. » Et tandis que Sophie s'endormait dans ses bras, Robert sut qu'il avait trouvé la richesse qu'aucun succès d'entreprise ne pourrait jamais lui offrir. La richesse qu'on peut étreindre, la richesse qui pardonne, la richesse qui demeure. Enfin, il était chez lui. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Robert, Isabelle, Marine et Sophie a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de douleur, de pardon et de reconstruction familiale, laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent comment l'amour a le pouvoir de transformer les plus grandes tragédies en nouveaux départs. Des histoires qui nous rappellent que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui naissent avec nous, mais ceux qui choisissent de rester à nos côtés quand tout semble perdu. Nous vous attendons pour le prochain épisode, où nous explorerons une fois de plus les mystères les plus profonds du cœur humain et la force transformatrice de l'amour véritable.